Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro pour le compte de cette semaine. Nous sommes le 29 juillet 2016, nous sommes vendredi. Vous le savez mieux que quiconque, le Bénin est en deuil, l'Afrique est en deuil, que dis-je, le monde est en deuil parce que nous avons perdu un grand-fils, un monument, une icône, un monument immatériel, un monument politique qui s'en est allé hier nuit. Émile Derlin-Zissou est parti. On va revenir sur le parcours, sur l'héritage politique à nous laisser à travers l'opinion où nous parlerons de la révérence d'un grand d'Afrique. Nous allons revisiter le parcours politique de l'homme. Et puis, vous aurez aussi les 10 francs points habituels de cette émission, à savoir la revue des titres qui nous sera présentée par Corneille Haïssé, la revue des plateformes internationales aussi, la revue Inter comme nous l'appelons communément. Et puis le débat fait croiser se propose de nous emmener bien évidemment dans l'actualité des indépendances au Bénin. 56 ans d'indépendance, quelle option, sinon quelles options pour le nouveau départ? On en parle avec Adrien Atik-Pato, il est directeur de publication du quotidien Le Potentiel, et Roger Avosset, il est journaliste. Sans oublier la chronique judiciaire de Horacia Djodi qui nous propose les réformes institutionnelles et politiques, quel mécanisme juridique? Voilà pour l'essentiel, sans oublier bien évidemment le clip du jour signé de Baïkis Molo Molo. Corneille Haïssé, bonjour. Bonjour, Loris Freddy Davor, mesdames, messieurs, bonjour. Et nous démarrons par les titres des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Bienvenue à toutes et à tous, vendredi 29 juillet 2016, 3 grandes actualités et bien sûr on retrouve dans les colonnes des journaux parus ce matin. Le deuil au Bénin, Émile Derlin-Zissou n'est plus. L'autre actualité qui a retenu l'attention des confrères également, la désignation des 9 membres des députés au COS-LEPI et bien sûr les préparatifs du 1er août prochain. À la une de la Nouvelle Tribune, on peut lire Maldon dans le secteur des produits congelés, le JPC Bénin fait de graves révélations sur Sébastien Germain Adjavon. Lit la lettre ouverte au président Talon dans le quotidien. La Nouvelle Tribune en page 12. Le même quotidien écrit aussi réforme politique et institutionnelle. Talon veut mettre Olo dans une position délicate. Talon veut mettre Olo dans une position délicate. L'information est allée dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune aussi qui nous parle aussi de la mauvaise gestion de la filière véhicules d'occasion sous Boniaï. Liste complète des entreprises et personnes impliquées dans la supercherie. C'est à lire en page 3. Mauvaise gestion de la filière de véhicules d'occasion sous Boniaï. Liste des entreprises et personnes impliquées dans la supercherie. On retrouve maintenant l'affiche du jour. Le quotidien, l'affiche du jour. Message du 1er août 2016. Message du 1er août 2016. Que dira le président Patrice Talon au Béninois? S'interroge le quotidien. Les communes sans subvention pour la célébration, nous apprend l'affiche du jour. Le même journal écrit désignation des représentants du Parlement au COS-LEPI. Le PRD obligé de concéder une place à l'Union fait la nation. C'est à lire en page 12 du quotidien, l'affiche du jour. Le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée révèle quelques malversations au niveau de la Fédération béninoise de football. Le quotidien mentionne à sa une audit centrale des programmes de la Fédération béninoise de football. Bientôt, toute la lumière sur les détournements de l'argent de la FIFA. Je suis signataire, mais je ne signe rien. 3 points de suspension. D'ici Valais Kakaïgare, vice-président de la Fédération béninoise de football. C'est le confrère de la matinée qui nous rapporte l'information. Ce matin, le journal mentionne aussi à sa une pour juguler le déficit énergétique. Les grandes mesures correctives du gouvernement de Patrice Talon pour juguler le déficit énergétique, les grandes mesures correctives du gouvernement de Patrice Talon. C'est à lire en page 3 du quotidien Le Confrère de la matinée. Le matin,
Le journal Le Matin, indépendance dans le deuil, écrit Le Matin. Émile Derlin Zissou n'est plus. Indépendance dans le deuil, Émile Derlin Zissou n'est plus. Le Bénin est encore en deuil. L'ancien président de la République, le docteur Émile Derlin Zissou, est décédé hier chez lui dans la nuit. Est décédé chez lui dans la nuit d'hier à l'âge de 98 ans. L'intégralité de l'article est à lire en page 9 du quotidien Le Matin plutôt. Le Matin écrit aussi asphyxié par la concurrence déloyale de Sébastien Germain Adiabom. Le GIPS Bénin appelle Talon au secours. Il dénonce la mainmise sur la douane béninoise. Les détails à lire en page 2 du même quotidien Le Matin. First Info, un autre journal, First Info de ce matin. Face à la menace islamique qui pèse sur le Bénin, quelle stratégie pour le gouvernement Talon, s'interroge le quotidien. Face à la menace islamique qui pèse sur le Bénin, quelle stratégie pour le gouvernement Talon? Réflexion à retrouver en page 2 du quotidien First Info. First Info toujours, opposition frontale au gouvernement Talon. Quelle crédibilité accorder à Lotrenou et son PVR? Une autre interrogation à retrouver, mais cette fois-ci en page 5 du quotidien. Opposition frontale au gouvernement Talon. Quelle crédibilité accorder à Lotrenou et son PVR? On va retrouver cette fois-ci Actu Express, le journal Actu Express. Actu Express qui nous apprend, qui nous annonce que Lionel Zissou, l'ex-premier ministre Lionel Zissou, sera au Bénin samedi prochain. Le quotidien écrit retour de Lionel Zissou sur la terre de ses aïeux demain samedi 30 juillet pour être en communion avec toute la communauté béninoise. Un séjour de partage et de confirmation de nobles ambitions, écrit le quotidien Actu Express. Le même journal, Assemblée nationale, les noms des membres du COSLEPI enfin connus. Les noms des membres du COSLEPI enfin connus. La liste a été adoptée hier à l'Assemblée, a été votée. La liste des 9 parlementaires, des 9 représentants, et bien sûr du Parlement au COSLEPI a été donc adoptée ou bien votée hier à l'unanimité par les députés. On va poursuivre cette fois-ci avec le pays émergent. Le pays émergent qui revient sur l'information triste de la journée, deuil national. L'ancien président Émile Derlin Zissou s'en est allé. Et sera-t-il inhumé dans la sobriété par le régime Talon, s'interroge le quotidien au moment où tout le peuple béninois s'apprête à célébrer les 56 ans d'anniversaire à l'occasion de la souveraineté nationale. L'ancien président de la République, Émile Derlin Zissou, vient de tirer sa révérence. Un décès intervenu à 72 heures de la fête du 1er août. En attendant la date et le programme des obsèques, les Béninois se demandent si le défunt sera inhumé dans la sobriété. Le modèle sous le régime de la rupture, le régime de Patrice Talon. Le même quotidien, pays émergent écrit malversation financière dans les structures d'État. Le personnel du COUS AC sans salaire. Le personnel du COUS AC sans salaire. Christelle Roundongo rattrapée par sa mauvaise gestion. C'est à lire en page 3. Dans les colonnes du quotidien Le Pays émergent qui affiche en manchette dilapidation des fonds de développement de football sous l'ancien bureau de la Fédération béninoise de football au titre de l'année 2015. Une mission d'audit de la FIFA aux trousses de Augustin Aranvoyebla, Valère Kakaï Glele, Bruno Brutus Dossou, Madame Adebiti, Cécile Néoussou et les autres complices seront interrogés vers la radiation. Avis du député PRD. Les détails sont à lire dans les colonnes du quotidien Le Pays émergent. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien. Et qui mentionne à sa une véhicule d'occasion. Voici ceux qui ont tué la filière. Voici ceux qui ont tué la filière. C'est à retrouver en page 5 du quotidien Nord-Sud. Le même journal écrit aussi politique. Léa Dissoglo se repositionne auprès de Patrice Talon. Léa Dissoglo se repositionne auprès de Patrice Talon. Une caricature également de la famille Soglo pour soutenir ce titre. C'est à lire dans les colonnes, à retrouver à la une de Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien toujours. Deuil au Bénin. Donc le Bénin perd un ancien président. Deuil, le Bénin perd un ancien président pour parler du décès
de l'ancien président Émile Derlin Zissou, le doyen des anciens présidents du Bénin encore en vie. Maintenant, désormais, feu Émile Derlin Zissou. On va boucler cette fois-ci avec l'économiste. L'économiste fête du 1er août 2016, 56 ans dans la dépendance économique. Écrit l'économiste fête du 1er août 2016, 56 ans dans la dépendance économique. C'est à retrouver en page 2 du quotidien L'Économiste, qui écrit aussi importation illégale des produits de brasserie au Bénin. La Sobebra en difficulté. C'est à retrouver dans les colonnes du quotidien en page 3. Merci de nous avoir suivis. Eh bien voilà, c'était à l'instant les titres des canards qui nous sont parvenus ce matin, présentés par Corneille Issé. Merci Corneille. Inutile de vous demander vos impressions à l'annonce du décès de l'ancien président Émile Derlin Zissou. Nous allons en parler tout à l'heure dans la chronique L'Opinion. Nous allons revisiter le parcours de l'homme. Corneille, quelques secondes. Je crois que c'est une tristesse aussi que je partage comme tout le peuple béninois qui est en deuil. L'homme a marqué pratiquement toute l'histoire politique du Bénin parce qu'il est entré très tôt dans la politique dès 1960, juste après la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Il avait 42 ans. Voilà, donc il est entré en politique. Donc il a marqué pratiquement toute l'histoire politique dès l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il a occupé de hautes fonctions politiques, notamment après le coup d'État de 67, le coup d'État militaire de 67. Il a été propulsé au pouvoir en 68 avant d'être le 17 juillet 68 avant d'être renversé par encore les militaires en 69. Mais il faut qu'on retienne également qu'il a été l'un des principaux opposants au parti unique imposé par Mathieu Kérékou entre les années 70-74. Et d'ailleurs, pour ça, l'agression du 16 janvier 77, il a été accusé d'être complice, ce qu'il a durant tout le temps démenti. Et même après les révélations de Bob Denard, qui a mené ces opérations dans son ouvrage, Émile Derlin Zissou a toujours nié. Donc on retient quand même que c'est un grand homme qui a marqué non seulement l'histoire politique du Bénin, mais également du continent. Émile Derlin Zissou a participé à la fondation de l'Union africaine le 12 juillet 2000 à Lomé. Et il a occupé également beaucoup d'autres fonctions dans le domaine sanitaire, dans les organisations sanitaires nationales et également internationales. Vous le savez, c'est désormais une habitude. À la veille de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État délivre un message aux citoyens. Que dira le président Talon aux Béninois? Ça, je vous livre la une de l'affiche du jour. Que dira le président Talon aux Béninois? En fait, on attend de voir certainement les principaux axes sur lesquels le message du président sera délivré. Mais nous savons quand même qu'il y a beaucoup de défis qui attendent Patrice Talon, les questions énergétiques, les questions liées à l'éducation, les questions liées à l'environnement avec le réchauffement climatique et beaucoup d'autres questions. Mais de toutes les façons, on attend quand même de voir Patrice Talon qui, pour la première fois, va célébrer la fête de l'indépendance en tant que président de la République. Donc, c'est la toute première fête sous la rupture, le régime de la sobriété, de la modestie désormais. Et on pourra peut-être, ou ce de quoi on peut être sûr, c'est qu'on aura certainement un message sobre, voilà. Mais qui sera certainement très puissant et très, c'est pas trop comme d'habitude, Patrice Talon, vous le connaissez très bien. Mais au-delà de tout ceci, on l'attend sur les grands sujets les grands sujets de développement et les grands défis à relever.
Et le campus d'Abomey-Calavi a enregistré un jeune docteur, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Michel Méhentor entre dans le cercle restreint des docteurs en psychologie et sciences de l'éducation. C'est un ami, et on lui dit franchement félicitations et grand bravo à lui pour la soutenance de sa thèse. Très bientôt. Ou notre tour, très bientôt. En attendant, Corneille, on va interroger les différentes plateformes habituelles. La revue Inter. C'est africatv.net qui nous accueille à l'entame de cette randonnée sur les différentes plateformes internationales. Bénin, décès de l'ancien président Émile Derlin-Zissou. Bénin, décès de l'ancien président Émile Derlin-Zissou. Moins d'une année après le décès de Mathieu Kérékou, le Bénin perd à nouveau un ancien chef d'État, Émile Derlin-Zissou, né le 23 mars 1918 à Ouidah, ancien sénateur français sous la 4e République. Il fut président de la République du Dahomey de 1968 à 1969. Et si vous êtes intéressé par la biographie et le parcours de l'homme, eh bien, cliquez sur www.africatv.net pour en savoir davantage sur le riche parcours politique de Émile Derlin-Zissou. Et pour les amis à l'international, voilà, celui qui se cache derrière Émile Derlin-Zissou, qu'on ne présente plus. Voilà, zoomé à l'écran de Eden TV. Nous poursuivons maintenant toujours cette revue sur le continent africain. Cap-Vert, Francesca, candidat à sa propre succession pour la présidentielle du mois d'octobre prochain. Cap-Vert, Francesca, candidat à sa propre succession pour la présidentielle du mois d'octobre à venir. Voici l'actualité maintenant précisée ici par africatv.net. Le président capverdien Jorge Carlos Francesca, élu en 2011, a annoncé lors d'une cérémonie publique mercredi soir, être candidat à sa propre succession au scrutin prévu le 2 octobre selon le calendrier électoral officiel. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 2 octobre prochain. Nous poursuivons. Que nous propose maintenant la page 2 de africatv.net. Sur la deuxième page maintenant, toujours sur le continent africain, Africa TV nous propose comme titre « Sécheresse en Afrique australe ». La FAO lance un cri d'alarme. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a lancé jeudi un cri d'alarme afin d'obtenir une aide d'urgence agricole pour 10 pays d'Afrique australe menacés de sécheresse par le phénomène climatique El Niño. Voilà qui va davantage intéresser le chroniqueur environnement de Eden TV. Et nous poursuivons maintenant, toujours sur le continent africain, plus au sud du continent. En Afrique du Sud, les stations-service sous la menace d'une pénurie pour raison de grève. Les stations-service sous la menace d'une pénurie pour raison de grève. Au moins 20 000 employés du secteur pétrolier sud-africain se sont mis en grève jeudi selon un responsable syndical qui avertit que les stations-service pourraient se retrouver à sec dans les 3 jours à venir. Les grévistes ont monté des piquets de grève devant les raffineries et des dépôts de carburant pour réclamer une hausse des salaires de leur salaire de 9%. Et nous quittons maintenant l'Afrique du Sud, toujours sur le continent africain. Nous revenons en RDC, République démocratique du Congo, pour parler de Moïse Katumbi, le désormais opposant à l'actuel régime, au régime en place. L'aveu d'une juge discrédite la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi. L'aveu d'une juge discrédite la condamnation de Moïse Katumbi, en RDC bien évidemment. Voyons maintenant quelques précisions sur l'actualité. La présidente du tribunal ayant condamné Moïse Katumbi à 3 ans de prison a dénoncé mercredi des pressions exercées sur elle par des autorités de la République démocratique du Congo en vue d'écarter cet opposant de la présidentielle censée avoir lieu cette année, bien évidemment, cette fin d'année. Voilà ce que précise ici la juge, ce qui discrédite quelque peu la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi Les Maya, est gouverneur de Katanga. Et nous quittons maintenant cette plateforme africatv.net. Nous sommes sur www.jeuneafrique.com. Jeune Afrique nous propose municipal en Afrique du Sud. L'ANC et la DA se disputent l'héritage de Mandela. Municipal en Afrique du Sud. L'ANC et la DA se disputent l'héritage de Nelson Mandela. Voyons maintenant des précisions sur
sur cette information. À l'approche du scrutin municipal prévu le 3 octobre, les deux rivaux s'affrontent sur le terrain de la question raciale et de l'héritage du père spirituel de la nation. Le Congrès national de l'ANC, le Congrès national africain, ANC et le parti au pouvoir n'a pas supporté que l'Alliance démocratique intitulée DA, son opposante se réclame de Mandela. Voilà ce qui est précisé ici. Et puis l'actualité, elle est illustrée par les deux ténors de ces deux grands partis, à savoir l'ANC et la DA, que vous voyez là à l'image, le président Jacob Zuma est le leader de la partie DA. Et ici, on devrait lire tout ceci en anglais, puisque nous parlons de l'Afrique du Sud. Autre titre, pêle-mêle, à apprécier cette fois-ci sur cette même plateforme, eh bien, Niger, la FMM a lancé une vaste offensive contre Boko Haram. Niger, la FMM a lancé une vaste offensive contre Boko Haram. Les précisions sur l'article sont celles-ci. Cela faisait des semaines d'une grande offensive. Cela faisait des semaines qu'une grande offensive contre Boko Haram était attendue. Les troupes du Niger, du Bénin, du Nigeria et du Tchad et de Cameroun réunies dans une force multinationale MIS, eh bien, lancent désormais un grand assaut pour combattre et enrayer quelque peu, pour contrer les assauts des djihadistes du groupe Boko Haram. Autre titre à retrouver sur cette plateforme www.jeuneafrique.com, le choc des clôtures. Israël, le choc des clôtures, c'est à lire dans un article au chapitre Société. Si la politique d'émurement total mise en œuvre par Tel Aviv a fait baisser le nombre des migrants, eh bien, elle est loin d'être l'unique solution au problème de sécurité dans ce pays qu'est l'Israël. Et puis, en politique, quiz, de quel père de l'indépendance êtes-vous le plus proche? De quel père de l'indépendance êtes-vous le plus proche sur le continent? Et puis, l'actualité propose différents hommes d'État, ici que vous voyez à l'image, différents hommes d'État. Et l'interrogation est celle-ci, de quel père de l'indépendance êtes-vous le plus proche? Nous quittons maintenant cette plateforme jeuneafrique.com pour cliquez maintenant sur tout autre. Le Monde Afrique. Le Monde Afrique nous amène dans un tout autre registre, nous propose toute autre actualité, autre que politique. Un réfugié au secours des migrants en Méditerranée. Un réfugié au secours des migrants en Méditerranée. C'est-à-dire dans un grand dossier portrait proposé par la rédaction de Le Monde Afrique. 14 ans plus tôt, Amani Tekle Aïmano, j'y arrive, né en Érythrée, était comme eux. Aujourd'hui, aux côtés de Médecins sans frontières, il aide les passagers en détresse, entassés sur des rafiaux de fortune et recueillis par l'Aqua russe. Voici ce qui illustre, l'image qui illustre l'actualité à la une de la page de lemondeafrique.com. Voilà, une équipe de sauveteurs, bien évidemment, venue à la rescousse d'une kyrielle de migrants entassés dans un bateau que vous voyez là à l'image. Et puis, autre titre à lire sur cette même plateforme, dans une enquête, eh bien, la rédaction de Le Monde Afrique propose les artistes africains sous le regard de l'Occident. Les artistes africains sous le regard de l'Occident. Et puis, dans un autre compte rendu en République démocratique du Congo, la rédaction de Le Monde Afrique revient sur le retour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi au pays. Le Sphinx de retour à Kinshasa. Un reportage propose de Tanger à Tétouan, cette pacotille que l'Europe déverse au Maroc. Cette pacotille que l'Europe déverse au Maroc. Et puis, nous allons finir avec www.izf.net qui revient sur une information inhérente au Sénégal. Le Sénégal doit poursuivre ceux qui exploitent les enfants des rues. Le Sénégal doit poursuivre ceux qui exploitent les enfants des rues, les talibés comme on les appelle. Voyons maintenant quelques détails sur l'actualité. Le retrait des rues des enfants mendiants initié par le Sénégal est une étape importante dans la lutte contre l'exploitation de ces mineurs, ont estimé jeudi plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, des droits humains, qui exhortent
également Dakar à des poursuites judiciaires contre les auteurs, ceux-là qui recrutent ces enfants et les exploitent à leur fin. Et puis nous bouclons maintenant avec cette dernière information, toujours sur le continent africain. Nous sommes au Niger. Au Niger, les activités du PAM, du Programme alimentaire mondial, j'allais dire, au Niger, les activités du PAM gravement menacées par des manques de fonds. Les activités du Programme alimentaire mondial menacées par le manque de fonds. Le Programme alimentaire mondial PAM risque de suspendre dès septembre son assistance humanitaire à des milliers de nourrissons souffrant de malnutrition et aux cantines de nombreuses écoles au Niger. C'est ce que précise l'actualité ce matin en raison, bien évidemment, d'un manque crucial d'argent, d'un manque de fonds. Eh bien, ce programme risque les tout prochains jours de ne pouvoir poursuivre ses activités dans ce pays d'Afrique qu'est le Niger. C'est tout pour la revue des plateformes internationales et nous poursuivons maintenant dans le grand registre actualité avec vous, Antoinette Sagbo. Bonjour. Loris Président, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le bulletin d'information. Et puis, le petit journal maintenant dans cette émission Matin d'Éden. L'ancien chef d'État du Bénin, Émile Derlin Zissou, s'en est allé hier. Il n'est plus de ce monde. Il est né le 23 mars 1918 à Ouida. Émile Derlin Zissou était un ancien élève de l'école normale William Ponty, Sénégal, diplômé de la faculté de médecine de Dakar. Il entra dans la vie politique déjà dans les années 40. En novembre 1947, Émile Derlin Zissou était élu à l'Assemblée de l'Union française. Il a participé aux réformes pendant l'Empire colonial français qui ont abouti à l'indépendance du Dahomey le 1er août 1960. Déjà le 17 juillet 1968, il devint président mais fut renversé par un coup d'État le 10 décembre 1968. Alors, le 16 janvier 1977, une tentative de coup d'État menée par un groupe de mercenaires dirigé par Bob Derna a eu lieu au Bénin. L'opération avait pour but de renverser le régime marxiste de Mathieu Kérékou pour donner le pouvoir de nouveau à Émile Derlin Zissou, mais qui fut un échec. Alors, Émile Derlin Zissou a toujours nié toute participation à cette opération. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci Antoinette Sagbo. Retour à l'actualité politique maintenant. Réunis en séance plénière, les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI sont connus depuis hier. Par 67 voix pour, 0 contre et 1 abstention, la liste unique composée des députés issus de la majorité parlementaire de l'opposition a été votée. Ces 9 représentants au COSLEPI sont Aguemon Badirou, Dimon Adolphe, Amadou Issifou, Louis Vlavonou, Gérard Agbenochi, Idrissou Bako, Simplice Kodjo Dossou, Gilbert Bagana et Cyprien Togny. Il a été également question au cours de cette plénière des journées de la démocratie parlementaire. Souvent un extrait du premier vice-président Éric Rondeté à ce propos. Le plaisir que j'éprouve en procédant ce jour, 28 juillet 2016, à l'ouverture des journées de la diplomatie parlementaire. La première du genre sous la 7e législature et la 2e édition depuis la 6e législature. À maintes reprises, le Parlement a exprimé le besoin de l'organisation des présentes journées, surtout à l'occasion de l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'est donc une opportunité qui nous permettra, sans nul doute, de passer au peigne fin les actions que nous avons engagées au plan international afin d'en déceler les forces et les faiblesses et d'en définir de nouvelles perspectives. Le développement de la coopération multilatérale, dont le champ d'action n'a cessé de s'élargir, et la mise en œuvre des engagements internationaux nécessite de plus en plus la participation des représentants du peuple que nous sommes à la diplomatie.
Au chapitre éducation maintenant, l'atelier d'élaboration des référentiels métiers, compétences et des programmes harmonisés de BTS, licence et master professionnel en géomètre topographe a pris fin ce jeudi. La cérémonie de clôture des travaux de cet atelier s'est déroulée à la salle de conférence de l'ISBA à Cotonou. Pendant 3 jours, cette rencontre a réuni tous les acteurs des filières de formation des géomètres topographes. Le point, c'est avec Corneille Aïssé. Harmoniser les programmes de formation dans la filière de géomètres topographes pour s'adapter aux offres de formation, aux besoins du développement social et au marché du travail, c'est l'objet de réflexion des différents participants à l'atelier d'élaboration des référentiels métiers et compétences et des programmes de BTS, licence et master professionnel en géomètre topographe. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui aux centres universitaires et professionnels avec l'appui de l'ambassade de la France et du ministère de l'Enseignement supérieur. La multiplicité de dénominations pour les spécialités dont les programmes sont identiques, les disparités plus ou moins importantes dans les programmes de formation dispensés pour les mêmes grades au sein de spécialités identiques, c'est dans ce contexte que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur nous a instruits pour visiter ces formations aux fins de l'harmonisation de leurs programmes filière par filière en vue de l'érection de ces derniers en programmes nationaux. Pendant 3 jours, experts géomètres, enseignants, chefs d'établissement et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur ont examiné le document portant sur la formation au niveau de chacune des grades dans les spécialités de géomètres topographes, ce qui a permis d'élaborer les référentiels métiers et compétences et d'harmoniser les programmes de BTS, licence et master. Une démarche qui entre dans le plan de réaménagement des programmes d'enseignement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je prends acte de vos recommandations et vous rassure de la détermination du ministère à œuvrer avec votre accompagnement pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance, de la formation et de la recherche dans les universités dont vous avez eu la carte universitaire hier à travers les décisions du Conseil des ministres. Dans le rapport transmis au directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plusieurs recommandations sont formulées. L'une des plus importantes concerne les programmes de formation qui seront désormais uniques dans la formation des niveaux BTS, licence et master en ce qui concerne les géomètres topographes. La répression de la marche des étudiants ce mardi continue de susciter des réactions, surtout dans le rang des étudiants. Quelques-uns de ces étudiants parlent de leur ressenti. Ils sont au micro de Fréjus Serloin et de Fréjus Fiossi. Je pense que c'est ce que le pouvoir en place refusait au régime de fin qu'ils ont continué par faire. Mais ce qui me fait le plus mal est que le ministre de la Justice actuel, c'est-à-dire le maître Diogbeno, était contre ces gens de répression. Et aujourd'hui, il est dans le gouvernement. Pourtant qu'il est dans le gouvernement, il n'arrive pas à défendre les causes de l'étudiant béninois. Mais ce qui est grave, il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est grâce à nous. Au moment où il avait créé le mercredi rouge, ce sont nous, étudiants, qui allons marcher dans la rue pour aller contre le pouvoir de fin. Mais aujourd'hui, eux, ils sont venus au pouvoir pour nous montrer qu'en réalité, c'était de la politique qui nous avait servi. Vraiment, ça nous a traumatisés parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux qu'on va bastonner. Nous sommes en train de revendiquer notre droit et c'est un droit. Et on n'a pas pris de couteau, on n'a rien pris de machette pour se défendre. Ce n'est pas notre voix et c'est la liberté du peuple. Je vois que c'est la démocratie. On devait réclamer ce qu'on veut avec une bonne voix. Et on a fait avec pas une procédure très juridique. Donc je pense bien que seulement qu'on nous a massacrés. Même certains présidents ont pris des macaques. Ceux qui sont plus habiles n'ont pas pris. Ils nous ont tapé, vraiment, ça nous a tourné. Et on regrette même de ce comportement. Parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on attend de notre président de la République. Il y a 4 facultés. Et parmi ces 4 facultés, il y a 3 qui appliquent le système LMD et exécutent la session de rattrapage. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a une seule faculté qui est la flash
qui ne va pas faire la session de rattrapage. Donc, moi, je vois qu'il faut qu'entre eux, ils s'unissent pour définir les bases sur lesquelles ils devaient normalement appliquer le système LMD. Parce qu'on ne peut pas être tous des étudiants et être évalués de différentes manières. Voilà, franchement, ça me fait beaucoup mal au cœur parce que d'abord, ces professeurs qui aujourd'hui sont dans la politique et sont nommés un peu partout, ils ont pris par là. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas profité de la session de rattrapage. Bon nombre d'entre eux ont fait l'université d'Abomey Calavi et ils ont fait les sessions de rattrapage. Sans la session de rattrapage, bon nombre d'étudiants ne peuvent pas avoir la bourse et dire qu'ils sont boursiers et bénéficier de ces allocations-là. Alors que ce sont ces allocations qui nous permettent de nous gérer un peu dans la vie estudiantine. Depuis janvier 2016, ils n'ont pas encore payé, ils n'ont même pas encore fait sortir une liste pour payer les allocations universitaires. Ça nous a fait mal. Mais on a décidé d'aller pacifiquement. Je ne peux pas pleurer, sinon je vais pleurer devant vous, parce que c'est devant moi. Le préfet Toboula a donné l'ordre de nous gazer. Et je voyais toute la scène et je vois que ce préfet, il doit s'excuser publiquement. Voilà, les étudiants ont parlé, le préfet doit s'excuser publiquement. Et les étudiants aussi se doivent de respecter l'autorité du préfet. L'actualité sur le continent africain. Après 2 ans d'absence, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est arrivé à Kinshasa ce mercredi. Une foule massée à l'aéroport a accueilli dans la joie le leader de l'opposition de la République démocratique du Congo, malgré le climat politique tendu dans le pays. Reportage. C'est avec ferveur que les milliers de ses partisans l'ont accueilli ce mercredi à l'aéroport de Ndili. Il s'agit de l'opposant Étienne Tshisekedi. En exil depuis 2 ans en Belgique et pour raison de santé, le numéro 1 de l'opposition congolaise est enfin de retour parmi les siens. C'est un homme populaire. Il est digne d'être le président de la République. Un président élu depuis le 28 novembre 2011. Il mérite sa place. Kabila, le 19 décembre 2016, son pouvoir termine et laisse la place au président élu, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour le peuple congolais, l'arrivée de Tshisekedi est d'abord salutaire, mais va sûrement bouleverser le climat politique en République démocratique du Congo. L'UDPS propose une période de transition qui sera conjointement discutée, convenue, sans Kabila bien sûr, parce que son mandat à ce moment sera fini, et donc qui sera conduite par des personnalités choisies dans la classe politique jusqu'à des élections. Et à ce moment-là, on retrouvera la Constitution. Opposant sous la dictature de Mobutu Sese Seko et sous le régime de son successeur, Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais, Tshisekedi garde toujours sa posture pour la bonne gouvernance du pouvoir étatique. Dimanche, un meeting est prévu pour dénoncer la candidature de Kabila qui veut briguer un nouveau mandat. Toujours sur le continent africain, soucieux de réaffirmer son pouvoir après les récentes manifestations contre son régime, le président zimbabwéen Robert Mugabe s'en est pris violemment ce mercredi aux militants anti-gouvernementaux, aux anciens combattants et aux corps diplomatiques présents au Zimbabwe. Il les menace de représailles et a annoncé que son parti enquêtait pour identifier les personnes impliquées dans les soulèvements. Reportage. Au pouvoir depuis 36 ans, Robert Mugabe dirige d'une main de fer le Zimbabwe. Suite à une grève générale organisée le 6 juillet par le chef de la Fronde citoyenne au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, le chef de l'État a déclaré à Harare, au cours d'un discours, vouloir riposter aux attaques contre son régime. I want to warn them. Je veux les mettre en garde très fermement, toussait Mawarire. Le ZANU-PF, mon parti, ne tolérera pas de bêtises, aucune bêtise sur la religion. Any nonsense that is done in the name of religion. Si le parti, le moment venu, vient et me dit « Ah, nous voulons du changement », alors bien sûr qu'on aura ce changement. J'ai été fait président par le peuple. Sure, we'll have that change.
Le régime de Robert Mugabe, âgé de 92 ans, est fragilisé depuis plusieurs semaines par une série de manifestations sans précédent. Environ 80% de la population active zimbabwéenne travaille dans le secteur informel et le gouvernement manque souvent de payer les salaires aux fonctionnaires. Malgré la pauvreté qui sévit dans le pays, le plus vieux chef d'État d'Afrique, Mugabe, a d'ores et déjà prévu de se représenter à la présidentielle de 2018. Et nous quittons le continent africain. Barack Obama a passé mercredi le flambeau à sa présidence, bien évidemment, à son ancienne chef de la diplomatie, Hillary Clinton, dénonçant dans un discours à Philadelphie l'interprétation et le verbe anxiogène du républicain Donald Trump. Il a exhorté l'Amérique à porter Hillary Clinton à la Maison-Blanche, jugeant que le sens même de la démocratie était en jeu lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. La candidate démocrate l'a rejoint sur la scène de la convention à la fin du discours du président américain. Suivons un extrait de la déclaration du président Barack Obama. Ce que nous avons entendu à Cleveland la nuit dernière n'était pas particulièrement républicain et certainement pas conservateur. Ce que nous avons entendu était une vision profondément pessimiste d'un pays où l'on s'affronte et s'écarte du reste du monde. Il n'y avait pas de solution sérieuse à des problèmes pressants, uniquement de la rancœur et des accusations, de la colère et de la haine. C'est pour ça que je peux dire avec confiance qu'il n'y a jamais eu un homme ou une femme, ni moi, ni Bill, ni personne plus qualifié qu'Hillary Clinton pour servir en tant que présidente des États-Unis. Maintenant, je suis prêt à passer le flambeau et faire ma part en tant que citoyen cette année dans cette élection. Je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur et rassembler ce qu'il y a de meilleur en nous pour élire Hillary Clinton comme présidente des États-Unis et montrer au monde que nous croyons toujours en la promesse d'une grande nation. Et pour finir ce bulletin d'information, plusieurs milliers de fidèles ont effectué le déplacement à Cracovie en Pologne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a célébré une messe au sanctuaire marial de Jasna Góra où il a prononcé une homélie sur les vertus de la Vierge Marie. Reportage. Chant de louange et d'adoration, scène d'allégresse. Les émotions sont diverses à l'arrivée du pape François. On était debout dans les plantiers, les jardins à côté de la résidence du pape, parmi la foule, et il est passé à côté de nous. C'était une telle émotion, la joie totale. Ce sont des émotions indescriptibles. C'est le troisième pape que je vois de mes propres yeux. C'est fantastique. Accueilli par le président polonais Andrzej Duda, le pape François s'est ensuite rendu au sanctuaire marial de Jasna Góra. Sur les lieux, une célébration eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Devant une foule immense, composée de jeunes venant d'horizons divers, le souverain pontife a exhorté les chrétiens à aller au-delà des torts et blessures du passé et à créer la communion pour tous. Nous prions pour que l'Esprit Saint éclaire toute l'Europe, pour qu'il y ait encore plus de monde qu'ici et que tous les Polonais partent témoigner de leur foi en Allemagne et en France. Ici, c'est un sanctuaire, c'est un lieu béni et c'est un lieu de pèlerinage pour les Polonais de tout le pays. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour remercier Dieu pour le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Des centaines de fidèles ont donc assisté à la messe d'ouverture des JMJ. Vendredi, le pape François visitera l'ancien camp de concentration d'Auschwitz où environ 1 million de Juifs ont été assassinés par les nazis allemands. Une visite qui doit s'achever par la traditionnelle veillée de prière samedi et la messe de clôture dimanche. Et c'est terminé pour le bulletin d'information. Bonne journée à vous. Antoinette Sagbo. Merci Loïs. Sinon, par anticipation, bon week-end. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le week-end ici? Merci mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain à 11h pour Info d'Afrique. Mais que dira ce matin le conducteur de moto-taxi, Zemidia? On vous aime. Je vous aime sur Eden TV.
La ville est jonchée de clients et des gens, des étrangers qui viennent de loin. Nous sentons aussi beaucoup plus dans la zone de Tokwa que les rues sont débordées. Et actuellement, il y a des policiers qui sont beaucoup plus déployés dans la zone. Nous sentons les festivités avec les ventes au bord des voies. Et cela annonce bien sûr les fêtes. Mais nous, de notre côté, nous n'avons pas des entrées en tant que telles. Je vous aime sur Eden TV. Et bien voilà, c'était le conducteur de moto-taxi. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette émission sur la chronique L'opinion de ce matin. Eh bien, ce sera une sorte de débat ouvert avec James William Baguidi. Ce ne sera pas une chronique en tant que telle, mais on va revisiter le parcours de l'ancien président qui nous a quittés hier, Émile Derlin Zinsou. On va revisiter son parcours, sa biographie, l'héritage politique à nous laisser. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo. Bonjour à nos amis téléspectateurs et à tous les auditeurs sur Diaspora FM. Eh bien voilà, je le disais tantôt, ce ne sera pas cette fois-ci... vous n'aurez pas à nous abreuver de votre plume, mais plutôt retour à l'histoire. Retour à l'histoire. James William Baguidi, inutile de vous rappeler l'information. Vous l'avez mieux que moi. Alors sinon, autant que moi. Alors, que représentait pour vous encore ces dernières années Émile Derlin Zinsou? Alors, le président Émile Derlin Zinsou, qui vient de tirer sa révérence, représentait encore au Bénin ces dernières années, je dirais pendant cette dernière décennie, un recours parce que nous avons eu un pouvoir qui a connu et a engendré beaucoup de crises, des crises politiques notamment. Et le président Émile Derlin Zinsou apparaissait pendant certaines de ces crises-là comme étant une référence, quelqu'un à qui on pouvait demander une intercession, une intermédiation entre les acteurs. On a vu le président Thomas Boniaï à plusieurs reprises faire appel à ces anciens présidents-là, que sont Nicéphore Soglo, que sont Émile Derlin Zinsou et qui était bien sûr le président Mathieu Tchabitcha Kérékou quand il était encore vivant. Et ces trois-là, de temps en temps, il allait les consulter, il allait leur demander conseil, il allait également leur demander d'intervenir auprès de la classe politique pour faciliter... C'est ce qu'il devrait être, mais est-ce qu'il le faisait? Cela a été. En réalité, dans l'apparence, le président Boniaï n'a pas manqué à plusieurs reprises de faire référence, de faire recours à ces personnalités-là. Le reste est de savoir si les recommandations qui ont été faites à ce moment-là ont été mises en application comme cela se doit. La réponse est probablement non, puisque nous avons quand même connu des crises qui se sont multipliées, qui se sont décuplées, alors même que l'intervention des sages, comme on peut qualifier des personnalités comme Émile Derlin Zinsou, aurait dû calmer les ardeurs, calmer les esprits, mais on n'a pas pu obtenir ces résultats-là. Il n'en demeure pas moins que pendant ces dernières années, le président Émile Derlin Zinsou était encore, pour la plupart des Béninois, en tout cas des personnalités de la classe politique qui allaient le consulter à domicile ou qui allaient chercher des recommandations de sa part. C'était vraiment un recours, une personne qui pouvait être source de beaucoup de conseils politiques. Alors, quel serait maintenant l'impact de ce décès sur la vie politique béninoise? Alors, la disparition d'Émile Derlin Zinsou, si elle est aujourd'hui une chose vraie et définitive, malheureusement, je dirais qu'elle a commencé depuis quelques années maintenant, ou quelques mois tout au moins, à cause de l'état de santé vraiment défaillant de l'homme, qui avait quand même, il faut le noter, 98 ans, en dépit d'un maintien en forme, oui, pratiquement un siècle, en dépit d'un maintien en forme de façon globale et d'une santé qui a été parmi les plus admirables des personnalités politiques au Bénin. Émile Derlin Zinsou arrivait vraiment déjà au soir, au crépuscule de sa vie et était beaucoup moins actif que par le passé. Il ne consultait, en tout cas, ne parvenait plus à le consulter ces dernières années.
ne parvenait plus non plus à se déplacer. En tout cas, il était déjà retiré de la vie politique. Il croupissait sous le poids de l'âge. Il croupissait sous le poids de l'âge, comme vous le dites. Et il était déjà très largement retiré de la vie politique. On n'avait plus vraiment beaucoup de choses à attendre de lui. Donc, sa disparition aujourd'hui, je dirais que cela entérine une disparition physique qui entérine une disparition virtuelle qui a précédé. Et donc, l'impact de cette disparition sur la vie politique nationale sera un impact mineur, à mon sens. Alors, à la veille de la commémoration de l'anniversaire de notre 56e indépendance du Bénin, comment peut-on évaluer maintenant le rôle joué en son temps? Si on remonte un peu à l'histoire, comment peut-on évaluer le rôle joué par Émile Derlin Zinsou si on devait considérer par exemple la période de la décolonisation? Alors, Émile Derlin Zinsou a joué un rôle important dans la période de décolonisation. On a une coutume, moi je suis enseignant d'histoire, et les livres que nous exploitons, nous catégorisent les indépendances comme les indépendances arrachées, les indépendances négociées, les indépendances octroyées. On a malheureusement vu dans les livres que les indépendances de certains pays d'Afrique, comme le Dahomey à l'époque, sont des indépendances que l'on dit avoir été octroyées. C'est comme si les Dahoméens avaient croisé les bras et s'étaient carrément refusés à l'indépendance et qu'on est venu la leur imposer. Dans la réalité, toutes les indépendances ont été négociées, que ce soit les indépendances qui ont procédé des conflits armés, en tout cas des conflits à prix de lutte. Après, voilà, parce que au cours des combats, on trouvait au moins quelque temps l'occasion de négocier pour savoir quelle pouvait être la sortie de crise. Ensuite, que ce soit les indépendances dites négociées, donc le terme est déjà là. Et maintenant, pour ce qui concerne les indépendances dites octroyées, il y a quand même eu des modalités qui ont été définies, qui ont été élaborées pour déterminer comment ces États-là vont acquérir leur indépendance. Et au-delà même de cela, l'indépendance du Dahomey, on a suivi le professeur Mehentor il y a quelques jours sur nos... il y a quelques jours sur nos antennes qui revenaient dessus, n'est pas une indépendance octroyée. Ce terme octroyé est un terme un peu péjoratif. L'indépendance du Bénin a été négociée, oui, très réducteur. L'indépendance du Bénin a été négociée, et parmi ceux qui l'ont négociée, parmi ceux qui ont contribué à cette indépendance, il y a un certain Émile Derlin Zinsou, qui était alors sénateur au niveau de l'Assemblée, du Parlement en France, qui siégeait au Parlement en tant que sénateur. Il y est resté pratiquement 4 ans, de 1955 à 1958, en tout cas à peu près 4 ans. Et pendant sa présence au Parlement, en tout cas au niveau du Sénat français, il n'a eu de cesse de contribuer, de travailler à l'indépendance, ou tout au moins à l'autonomisation des pays d'outre-mer qui était, disons, sa priorité. Son parti, du moins son regroupement politique va fusionner plus tard avec le Rassemblement démocratique africain, RDA, qui est le mouvement qui a vraiment le plus voulu et défendu l'indépendance des États francophones d'Afrique subsaharienne, des colonies françaises d'Afrique subsaharienne. Donc le rôle joué par Émile Derlin Zinsou dans le processus de décolonisation et bien sûr de l'indépendance du Bénin n'est pas un rôle négligeable. Je l'évoquais tantôt quand je voulais vous annoncer, James William Baguidi. Quel est l'héritage? Quel héritage aura laissé Émile Derlin Zinsou à l'imaginaire collectif béninois? Alors, Émile Derlin Zinsou a, je dirais, 2 visages, ou du moins laisse un double héritage. C'est d'abord celui de l'homme de rigueur, celui de l'homme extrêmement pointilleux, qui a régné, qui a été porté au pouvoir au Bénin et qui aura démontré pendant son règne qu'il faut mettre de l'ordre dans le Dahomey de l'époque. Émile Derlin Zinsou, vous vous souvenez, on parle de Zinsou Takwe, c'est-à-dire l'impôt sur l'impôt de capitation que Émile Derlin Zinsou avait imposé, avait institué à l'époque, parce qu'il était nécessaire que les caisses de l'État soient renflouées pour procéder au développement. Dans cette même dynamique, Émile Derlin Zinsou a montré le visage d'un homme qui veut de cette indépendance, et pas seulement de l'indépendance vis-à-vis de la France, mais vraiment d'une autonomie dans laquelle le Béninois est
autonome, il n'a pas besoin de l'extérieur. Cela faisait partie des réformes mal appréhendées par la population. Bien entendu, ces réformes n'ont pas été tout à fait appréciées. Je me souviens d'un discours, ou du moins d'une citation, d'une expression, quand il disait à l'occasion d'un discours, Béninois, mes frères, non, Dahomey, mes frères, soyez des hommes dignes. Et il martelait ce mot, cette exigence de dignité, avec une telle ferveur, avec une telle rhétorique que cela est resté dans l'imaginaire collectif. C'est un homme de rigueur, c'est un homme de principe. Ça, c'est le premier visage, c'est celui le plus positif que l'on gardera de Émile Derlin-Zinsou. Mais malheureusement, on attache également le nom d'Émile Derlin-Zinsou à une tentative de coup d'État que le Bénin a connue en 1977, l'invasion du moins des mercenaires de Bob Denard qui ont attaqué le Bénin le 16 janvier pour prendre le pouvoir. Et selon ce que disait le chef des mercenaires à l'époque, Émile Derlin-Zinsou était dans l'avion qui a atterri à Cotonou pour prendre la présidence de la République et qui a décollé en catastrophe quelques heures plus tard quand la tentative a échoué. Émile Derlin-Zinsou a contesté, vous l'avez déjà dit, a contesté pendant longtemps sa participation à la tentative, mais quand le livre de Bob Denard est sorti, il n'a plus rien dit, il n'a pas évoqué le sujet, et puis c'est resté un peu comme si c'était un aveu de participation. Au-delà, on se souvient que la révolution populaire du Bénin a décidé d'ostraciser Émile Derlin-Zinsou, a décidé de faire de lui un homme à abattre. Et il y a une chanson populaire à l'époque qui a fait florès et qui disait, si je peux interpréter, le jour où Zinsou remet pied au Bénin, nous le tuerons et nous le découperons en morceaux. Ce qui, si je peux la redonner, Zinsou wa Beneto, mais maintenant les bodje. Donc, c'était vraiment. Et nous chantions cela à l'école. Toutes les écoles, tous les enfants. C'était au drapeau, les matins, on avait ce chant guerrier pour annoncer aux partisans d'Émile Derlin-Zinsou et à lui-même que le jour où il remettra pied sur le territoire national, il sera arrêté et exécuté et même découpé en menus morceaux. Fort heureusement, le président Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou a eu l'intelligence quand il a voulu organiser la conférence des forces vives en 1990, de faire appel à tous les anciens chefs d'État, de les amnistier, en tout cas de renoncer à les poursuivre. Émile Derlin-Zinsou a pu faire son retour au Bénin et il a participé de façon très active à la restauration de la démocratie dans notre pays. Moi, je retiens de l'homme une belle phrase. Quand il avait 70 ans, c'était avant ou après les 70 ans, un journaliste lui posait la question comment il arrive à supporter le poids de l'âge, et il disait qu'il y a des jeunes de 70 ans et des vieux de 30 ans. Absolument. James William Gbaguidi, merci pour la lecture, merci pour nous avoir rafraîchir la mémoire sur le parcours, l'héritage politique de Émile Derlin-Zinsou. On pourra y revenir toujours dans nos prochaines émissions et revivre davantage ce qu'aura été Émile Derlin-Zinsou pour le landerneau politique béninois. Eh bien, James, on va installer les différents invités pour parler maintenant des 56 ans d'indépendance, les options pour le nouveau départ. Mais avant, on va apprécier non pas encore le clip, mais la chansonnette. On pousse maintenant la chansonnette. Mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola et de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdent jamais l'espoir. Tant que la tête tourne, la roue tournera toujours. Mais un jour, nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil sera enfin pour nous et nous aurons la liberté. J'avoue que dès mon jeune âge, dans ma tendre enfance, quand j'ai écouté ces mélodies de Djedje Viké, ça m'a pénétré. Très tôt, j'ai pris conscience en tant que jeune Africain que voilà, nous sommes dans un monde de combat où nous devons nous armer
intellectuellement d'abord, nous armer psychologiquement et nous armer sur tous les plans pour aller à la conquête du monde. Nous ne devons plus être là pour subir et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Bénin, les jeunes Béninois doivent oser. Et le professeur Albert Tevoidre, à travers l'esprit conteneur, nous a réaffirmé que nous devions oser. Donc aujourd'hui, c'est l'audace qui est le maître mot. Et c'est à cela que Djedje Viké nous invitait depuis longtemps. Mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola et de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdez jamais l'espoir. Tant que la tête tourne, la roue tournera toujours. Mais un jour, nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil ira enfin pour nous et nous aurons la liberté. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Belmonde Z. Et de la chansonnette à la chanson, ce n'est qu'un petit pas. On installe maintenant Baïkis dans Molo Molo pour le clip du jour. Tu as de l'argent, tu fais le pharaon, tu as de l'argent. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Baïkis est de retour pour conquérir le cœur de ses fans. Ceux qui ne tuent pas rendent toujours fort, plus fort que jamais, très très forte. Tu as de l'argent, tu fais le boucan. Tu as de l'argent, fais-toi le pharaon. Vas-y mollo mollo, sinon tu vas regretter. Mollo mollo, sinon tu vas regretter. Quand je dis demain viendra mon frère. Quand je dis demain viendra ma soeur. Tu as de l'argent, tu as des amis, tu as des copains. Le jour tu n'as rien, tu ne vaux plus rien. Vas-y mollo mollo. Salut Tidjani, le Baba Cheikh, Lawani souffle depuis Libreville. On aime ça, tu vas mourir, tu vas laisser ton vécu. Quand tu vas mourir, tu vas laisser ton château. Mollo mollo, sinon tu vas regretter. Quand je dis demain viendra mon frère. Quand je dis demain viendra ma soeur. Mollo mollo, sinon tu vas regretter. Président Danon, depuis les doigts, merci mon boss. Mandonoué, vos ancêtres d'été, nous détruisons et on loue, avant détruire et on loue. Au moins, nous sommes nous doit siwer, ouais, j'en ai aimé ici, mais, et plutôt, oui, à consommer mon médéo, sans bête d'été. Oui, d'accord, ouais, doigt, on a jobi do coco, on t'ote, ouais, doigt, on a jobi do dada. Oui, je sors et ciao, et qu'on a pas pour d'ouvre-moi, je sors, mais non, oui, sans bête d'été. Nous, pipi, délégué de Robert, président Malik Towe, mon parrain à moi, Serge Akriti, la France tranquille, Lydia Dosiogo, l'Amazone, le coton de Gamage, fais-moi plaisir. Voici le Koroé Yokoto des Gamages, featuring Tata Baïkis, Dibachon de retour, Marcel Dessert. Et oui, disons. Durant, parce que souvent le caméléon blanc. Ça va tout bateau, président Malito, ouais, toujours, vite, jamais, c'est quand les prémats, la prison de Madiga, y'a pas de camarade.
c'est de pause. Ça, c'est le poulet louba, souffle un peu. Voilà, arrange Marcel essaie, il va falloir, on va la valoriser un peu, la tendance musicale, pour faire souffrir un peu les kawa. Tu fais le malais, aujourd'hui tu es tombé dans le piège des loupards. Tu as vécu, tu as vécu, tu as vécu au nom des loupards. Dino Kaigo, we trade for a Kaigo, 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 we trade for a Kaigo, 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 we trade for a Kaigo, 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 we trade for a Kaigo. Bajinawa, Idazani, Bajinawa, Fumpadi, we trade for a Kaigo, Kaigo, we trade for a Kaigo. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son BG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Et le débat s'ouvre sur les 56 ans d'indépendance. Quelles options pour le nouveau départ? Peggy, Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Lundi prochain, 1er août 2016, le Bénin commémorera les 56 ans de son indépendance. Occasion pour les Béninois de marquer un arrêt afin quand même de faire le bilan de ces 56 ans, tant sur le plan politique, économique que social. Mais cet exercice est déjà rentré dans les habitudes. Aujourd'hui, un nouveau gouvernement est quand même à la tête de ce pays. C'est le gouvernement de la rupture. Un gouvernement qui va diriger ce pays les 5 prochaines années. Alors, quelles options ce gouvernement devrait pouvoir faire pour sortir quand même, finalement, de ce sous-développement dans lequel le Bénin semble niché? La question sera au cœur de ce débat qui vous sera bien sûr présenté par 2 invités. Le premier, Adrien Atikpato, il est journaliste, il est auteur de publication du quotidien Le Potentiel. Bonjour. Bonjour Peggy, mes auditeurs et auditrices d'Eden TV, salut à vous. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis en face de vous, Roger Abossez-vous, juriste de formation, directeur régional du quotidien L'Autre Vision, chroniqueur parlementaire, spécialiste, bien sûr, des procédures et pratiques parlementaires. Bonjour. Bonjour Peggy, bienvenue à tous. Eh bien, c'est bien achalandé tout ça. Grâce à Dieu. Merci beaucoup. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, vous savez, le Bénin a perdu, hier soir,
un grand homme, un grand nom, un président, un ancien président de la République, c'est nommé Émile Derlin Zissou. On ne peut quand même pas démarrer cette émission sans lui rendre hommage à Adrien Antipator. Bien sûr, sans être la voix la plus autorisée, je nous présente du moins les condoléances de la nation, parce que Émile Derlin Zissou, quoi qu'on dise, qu'on dise du moins, c'est après avoir passé 48 ans, nous a quittés hier autour de 23h30. C'est un baobab qui s'en est allé et malheureusement, il n'a pas eu le temps ou la chance de fêter le 1er août de l'ère de la rupture. C'est un peu dommage, c'est vrai. Il a quand même été témoin de l'avènement de cette rupture. Bien sûr, il a été témoin et c'est vrai que chez nous, notamment en Afrique et au Bénin ici, quel que soit l'âge, lorsque vous nous quittez, on pleure toujours. 98 ans, on aurait souhaité que Émile Derlin Zissou reste un peu encore avec nous. Surtout, les personnes âgées en Afrique, c'est un peu comme du vin. Plus ça vieillit et plus on tire beaucoup de leçons de, bien sûr. Donc c'est dommage et en face de la mort, personne ne peut rien. Et nous présentons vraiment les condoléances d'abord à la famille Zissou et ensuite aux populations de Douissa à Savalou et ensuite de Ouida. Personne ne peut rien face à la mort, juste les condoléances au peuple béninois. Les condoléances, vraiment. Alors, Roger, vous, lorsqu'un baobab tombe en Afrique, on dit que c'est une bibliothèque qui est brûlée. Émile Derlin Zissou, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'homme? C'est pas moi qui dirais le contraire de ce que Antipator vient de signaler. Je crois quand même que, qu'on veuille ou non, dans l'histoire de notre pays, notamment l'histoire politique, je crois que Émile Derlin Zissou, c'est docteur en tout cas de formation, je crois, est un baobab en ce sens qu'il a eu quand même à faire ses preuves à la tête de ce pays pendant une période cruciale, bien sûr. Pour vous rappeler quand même, si certainement nous y reviendrons tout à l'heure, au cours des événements qui ont quand même suivi en tout cas, je dirais plutôt ce monstre à trois têtes, je crois quand même que c'est Émile Derlin Zissou. C'est à lui que... Qui est venu mettre un terme à ça. Voilà, non, justement, je crois que les militaires lui ont finalement confié le pouvoir et il a dirigé demain de faire aussi, qu'on veuille ou non. Et il y a aussi peut-être, c'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, ce n'est pas le moment peut-être de revenir sur les moments douloureux, mais il y a quand même aussi un pan de l'histoire de notre pays qui lui est quand même attaché. Et là, à ce moment précis, il faut quand même retenir ce qu'il y a de plus grand, ce qui a fait l'homme, ce que l'homme a vraiment fait pour le Bénin. Et ce que moi, je retiens personnellement de ce grand homme, c'est sa rigueur dans le travail, sa rigueur dans sa gestion. C'est quelqu'un qui a tout fait pendant qu'il était aux affaires pour renflouer les caisses de l'État. Et je pense que c'est quand même important qu'il faut vraiment retenir. Bien sûr, c'est vraiment important. C'est sous lui qu'on a institué ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le Zissou Takwe, les taxes individuelles qu'il faut payer. Comme Roger l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le moment de revenir sur... aujourd'hui, bien sûr, quand on parle de Zissou Takwe, ça révolte surtout certains de nos parents. Oui, mais c'est en ignorant la fonction quand même contributive au budget de l'État. Oui. Chaque citoyen vous savez, c'est quand même dans les habitudes. Non. La taxe que Émile Derlin Zissou avait instituée, ce n'est pas les taxes que nous payons aujourd'hui. Une taxe individuelle, moi je me rappelle, c'était par an ou par trimestre, il faut avoir sa carte. Et lorsqu'on n'avait pas la carte, vous sortez. Et parfois même on débarque la nuit et on vous prend, on vous enferme et tout. On maltraitait un peu les gens. Ce que les gens ont décrié, je crois, jusqu'en 80... l'année m'échappe un peu. Les choses, bien sûr, et ce n'est qu'après ça, c'est jusqu'à l'ère démocratique et tout ça, ça a été balayé de revers de la main. Et puis bon, aujourd'hui, on a la paix, même si nous payons des taxes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un régime déclaratif. Ce n'est plus, il faut vous imposer de payer des taxes. Et si c'était au moment où le président Émile Derlin Zissou dirigeait encore ce pays, je suis sûr de votre maison pour ici ce matin et les gens allaient vous contrôler. Si vous n'avez pas votre carte, vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du paiement de ces taxes et on vous prend et on vous enferme d'abord. C'est un peu douloureux. Je ne veux pas revenir sur ces moments douloureux là parce que
Non, est-ce que c'est même la sensibilisation? La sensibilisation, ce n'est même pas une question de sensibilisation. C'était la manière dont ça se passait qui révoltait beaucoup plus nos parents. Moi, je n'ai pas eu la chance de payer ces taxes-là, mais je sais que, surtout qu'en ce moment, j'étais encore jeune élève, mais je sais que mes parents payaient régulièrement ces taxes-là et ça les révoltait. Mais puisque nous sommes en deuil aujourd'hui et nous pleurons Pépé Zinsou, je ne veux pas rappeler tout ça parce que ça peut frustrer encore certains. Et comme je le dis toujours, quel que soit, Dieu Jésus même est critiqué par les hommes, donc quel que soit ce que vous ferez dans ce monde, vous aurez forcément des gens à vous critiquer. Mais lorsque quelqu'un nous quitte, on a cette culture en Afrique, lorsque quelqu'un nous quitte, quel que soit ce qu'il a fait du mal et tout, on essaie d'oublier le passé. Et je pense que c'est désormais une convention. Bien sûr, bien sûr. Non, on s'entend dessus. On s'entend dessus, Adrien Tikpato. Oui. Je crois que le président Émile Derlin Zissou nous offre le prétexte d'entrer dans le vif du débat, parce que c'est quelqu'un quand même qui a marqué la vie de ce pays, c'est qu'en 6 ans après, surtout la vie politique. Si on doit faire un bilan politique aujourd'hui du Bénin, de tout ce qui s'est passé sur le plan politique pendant ces 6 ans, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir retenir selon vous, Roger Avosé-vous? Oui, de façon sommaire, moi j'estime quand même pour ma part que si nous devons faire quand même un bilan des 56 ans d'indépendance de notre pays, il faut déjà signaler quand même qu'il y a 3 grandes périodes qui sont à marquer, en tout cas qui ont marqué l'histoire de ce pays. Je citerai d'abord le temps de l'instabilité politique, qui part, à mon avis, de 1960 à 1972, c'est-à-dire les 12 premières années de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le Bénin est l'enfant malade de l'Afrique. Justement, vous vous rappelez de ce mot-là, en tout cas, qui a quand même été chanté par l'un de nos artistes de ce pays. Je vais noter que c'est Satagbo Antanialou, au passage. Bon, je reviendrai aussi sur la période militaro-massiste qui a été dirigée, en tout cas une période au cours de laquelle le général Maté Kérékou, feu Maté Général Kérékou, était quand même aux affaires. Il a dirigé ce pays des mains de fer. Et finalement, à mon avis, la dernière période, c'est la période du renouveau démocratique qui part du 11 décembre 1990, c'est-à-dire le jour où notre constitution actuelle est entrée quand même en vigueur jusqu'à nos jours. Donc, pour revenir de façon ramassée, en tout cas de façon détaillée peut-être, je dirais, par rapport à l'instabilité politique, à la période de l'instabilité politique de notre pays, il faut signaler quand même que déjà en 1960, juste après la proclamation de l'indépendance de ce pays, je crois que c'était un lundi, 1er août 1960, c'était à la place de l'indépendance à Porto-Novo, en tout cas à ce que nous appelons aujourd'hui le palais des gouverneurs, c'était pas très loin de là. Je crois quand même qu'il faut signaler que 3 ans après, le président Hubert Koutougou Manga a quand même été victime d'un coup d'État qui a été dirigé à l'époque par le colonel Christophe, je crois, Soglo. Et après cette période, il y a toujours une instabilité dans notre pays. Et après, je crois quand même que... Avec ce coup d'État-là qui a marqué le début de l'instabilité. Exactement, vous avez parfaitement raison. Et si mes souvenirs sont bons, je crois quand même que notre pays, à l'époque, était dirigé par 3 leaders politiques. Hubert Koutougou Manga, en tout cas, avait la même mise sur le nord de notre pays. Le plateau d'Abomey et ses environs étaient dirigés par Justin Tométien Ahmadegbe. Et quant au sud, je vais parler plutôt du plateau, je vais parler de l'Ouémé, ce que nous appelons Ouémé Plateau aujourd'hui, était dirigé quand même par un certain Sourou Mingan Apeti. De façon ramassée, je crois quand même que ces leaders étaient quand même, avaient quand même la même mise sur leurs régions respectives. Et suite à ce coup d'État qui a porté le général, non, peut-être général Soglo, puisque à l'époque il était colonel, mais plus tard il est devenu général. Soglo, il a quand même laissé le pouvoir peut-être après, et à un civil bien sûr. Et si on revient sur l'histoire, il faut rappeler que Sourou Mingan Apeti a aussi accédé au pouvoir, et à un moment donné, il y avait un cafouillage qui était noté dans le pays, et finalement ils ont instauré ce que nous appelons le monstre à 3 têtes. Mais puisque après le mandat du premier, le second devait suivre et le troisième après, ça n'a pas été le cas, puisque les militaires sont revenus à la charge. De façon, en tout cas, ramassée quand même, il faut signaler que pendant les 12 premières années de notre pays, de l'accession de notre pays à l'indépendance, il y avait une instabilité qui ne disait pas son nom. Et après, c'était le moment pour le chef de bataillon, le commandant à l'époque, Maté Kérékou, de prendre quand même ses responsabilités. Il est revenu au pouvoir. Nous rappelons aussi, c'était le 26 octobre 1972. Au cours de cette période, vous remarquez qu'il y a vraiment il avait une même mise sur tout le secteur de ce pays. Je crois même que si nous revenons... C'était le régime militaro-marxiste dont il était l'un des précurseurs. Et aujourd'hui, avec ce recul
recul qu'on a observé, à analyser cette période-là, est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin devrait quand même être tenu vraiment comme avec une main de fer? Je ne serai pas de cet avis avec vous, puisque nous pensons quand même aussi... Je vais peut-être retourner la question à Adrien Tipato. Oui. On sait, le peuple béninois contestataire. Vraiment, nous sommes l'un des peuples qui peut-être n'est pas violent, mais nous savons dire non. Nous contestons. Est-ce que cette période-là n'a pas été l'élément qui est venu corroborer ce caractère des Béninois? Nous sommes peut-être des contestataires, mais pas dans le bon sens. Parce que sinon, après 6 ans d'indépendance, le Bénin ne sera plus à ce stade-là. Je donne rapidement un exemple avant de revenir au cas du Bénin. Il y a quelques mois, j'étais en Allemagne et j'ai vu quelque chose de formidable. Vous savez, voilà un pays qui n'a pas de richesse. La fête de la bière qu'on organise là-bas, juste pour la fête de la bière, on demande aux gens de venir, et vous venez et pour uriner, vous payez 1 €. Et qui peut prendre de la bière sans aller uriner? Et quand on organise une fête de la bière et qu'il y a 1 million de personnes et qui ont uriné, ça fait 1 million d'euros. Wow. 1 million d'euros juste pour l'urine. C'est déjà une avec ces sous, si on envoie 1 million d'euros, ou si on organise plusieurs fêtes de bière dans chaque région du pays, vous voyez combien ça fait juste pour l'urine. Ici, nous sommes des contestataires. Je parle du cas du Bénin, nous sommes des contestataires, mais je dis pas au bon sens. Et ça, c'est tout le monde. Quand vous voyez, pour corroborer ce que vous dites, et là, il faut quand même y revenir. Oui. Quand la société dont on n'appelle pas le nom a organisé au stade de l'amitié la fête de la bière, je ne sais pas si vous avez pu passer par là-bas, faire un tour le lendemain de la veille, je vous assure. Comment dire, les narines. Justement, j'en viens là. Vous savez, c'est pour ça qu'il disait tantôt que nous sommes rigoureux, mais pas dans le bon sens. Vous savez, quand vous prenez le stade de l'amitié, comment c'est géré? Quand vous voyez cette fête-là, ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec les autres. Il y a des urinoirs, il y a un système de paiement. Ce n'est pas ici où, lorsqu'on vous laisse même des tickets, il y en a qui disent, bon, ok, donnez de l'argent, ça vous délivre des tickets, et puis on n'arrive vraiment pas à faire le point. Et ici, si on nous prend comme des hommes rigoureux, des contestataires, mais pas dans le bon sens, ça ne nous arrange pas. Si vous voyez les pays qui sont développés, la justice est très solide dans ces pays, et la corruption n'est pas aussi développée que ça. Aujourd'hui, il y a même quand vous prenez un enfant de 5 ans, il sait déjà qu'il faut corrompre des gens. C'est-à-dire, lorsque ça évolue comme ça, après c'est quand 6 ans. Bien sûr, il te demande de l'argent. Donc, après c'est quand 6 ans. Si on continue avec ces pratiques-là, le Bénin va vivre dans cet état. Et nous, qui sommes ici aujourd'hui, nous allons mourir. Et peut-être aussi nos enfants, s'ils ne prennent pas conscience, vont mourir aussi dans cet état-là. Sinon, comment vous voyez un pays, après 56 ans d'indépendance, nous venons de faire 55 ans, n'importe quel chef d'État qui vient, qui parle de la lutte contre la corruption, mais sous lui, on enregistre un taux élevé de corruption. Comme Bruno Amoussou le disait, il disait que sous Kérékou, on mangeait avec des cuillères, mais sous Yaïboni, c'est avec des louches. Et vous avez vu... Aujourd'hui, c'est avec des pelles. Non, je ne pense pas. Parce qu'on parle désormais en termes de milliards. Patrice Talon, étant aussi un contestataire, mais aussi un rigoureux, je crois qu'il ne se laissera pas berner de cette façon-là. Et si ceux qui l'entourent, ils constatent, je dis bien s'ils constatent, parce qu'on dit souvent que le poisson pourrit toujours pas la tête, s'ils constatent que quelqu'un est mêlé à une affaire de corruption et qu'il ne dégage pas, et qu'il engage même des poursuites contre lui, ça veut dire que de facto, il est complice. C'est pourquoi, quand je vois les cas d'audit, parce qu'il faut commencer par frapper sans état d'âme dans ce pays. Lorsque quelqu'un est coupable de quelque chose, il faut le sanctionner, il faut qu'on l'envoie devant la justice, répondre. S'il doit faire la prison, il le fait. Et ça, si ça commence comme ça et qu'on arrive maintenant à sanctionner, et surtout les hommes politiques qui pillent le pays, et on confie une parcelle de pouvoir à quelqu'un, il en abuse, et puis au finish, c'est le peuple
qui paient. Si on commence pas à sanctionner les gens, on les envoie en prison. C'est-à-dire ils vont là-bas puger les peines. Et lorsqu'ils ont des biens, il faut les saisir et les vendre aux besoins pour rembourser et les sous volés. Je crois que notre État, notre pays va se développer un peu. J'ai donné l'exemple d'Allemagne. Il y a aussi plusieurs autres pays où les gens sont sans ressources. Ils n'ont pas de ressources minières, mais compte tenu de leur intelligence, parce que les justices fonctionnent, parce qu'ils luttent efficacement contre la corruption, ces pays-là sont développés. Mais aujourd'hui, si après 56 ans, on est là à gratter, à raser les murs des partenaires techniques et financiers, et même parfois pour des sous insignifiants, il faut aller demander de l'argent et demander un prêt pour le faire, alors que nous avons des personnes intelligentes, nous avons des cadres bien formés, et une fois au pays, on cherche à torpiller ce peuple. On cherche à tout voler et à appauvrir le peuple et pour s'enrichir soi-même. Si on n'arrive pas à finir avec tout ça là, nous allons demeurer dans l'état ce que nous voyons. Et là maintenant, ce sera dommage pour nous parce que nous ne sommes pas aussi trop vieux, nous sommes jeunes, mais l'âge aussi avance. Mais si on ne fait rien et qu'on croise les doigts pour dire bon, attendons de voir, observons, et ceux qui sont là, sans les dénoncer et sans les critiquer, toujours dans le bon sens, ça va nous rattraper. On ne peut pas après 56 ans d'indépendance. Oui, Adrien Tikwato, je ne vous arrête pas, je ne vous arrête pas. Peggy Ludovic Dagba et Roger Avosef, vous savez, est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans une sorte de routine? Nous sommes tous conscients des tares, des insuffisances des mots. Vous partez tout à l'heure de bons exemples d'ailleurs. Et il semble que tout est bon d'ailleurs et ce n'est qu'ici que tout va mal. Mais que fait-on? Nous critiquons bien, nous avons la bonne lecture de ce qui ne va pas. Voilà, je dis, vous avez suivi hier le ministre des Infrastructures qui a donné un point de presse et qui a listé l'état des lieux par rapport aux véhicules irrégularités. Et où, je ne veux pas le nommer ici, un député a créé une société de BTP, il a pris plusieurs milliards, on a vu des généraux de 14 milliards. On a vu des colonels. La première des choses, c'est-à-dire que si on doit vraiment fonctionner, lutter contre l'impunité, la première des choses, c'est déjà aujourd'hui que le ministre de la Justice puisse saisir qu'on appelle le procureur de la République. La première des choses, qu'on puisse interpeller tous ceux-là qui sont impliqués dans cette affaire, que ce soit le général lui-même, que ce soit les colonels, on les prend, on les jette d'abord en prison. Vous reviendrez encore à ce que je dis. Non. Parce que vous tomberez sur des autorités qui ne seront pas faciles à rejeter en prison. Non. Comment ils ne seront pas faciles? Justement, non, pas du tout. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué d'aller arrêter un général? Nous avons vu un pays comme la Turquie, on a arrêté... C'est pas aussi facile d'arrêter un député au Bénin. Non, pas un député. Je dis pas un député. Le député qui a fonctionné de cette façon, il a fonctionné avec une société écran. Il a pris le nom de son comptable. Le nom de son comptable, c'est le nom du comptable qu'il a créé la société. Si on prend le comptable a des parents. Ces parents doivent pouvoir mettre la pression sur les députés pour dire attention, rembourse les sous pour que notre fils puisse recouvrir sa liberté. Je ne veux pas citer un exemple, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais qui se retrouvait dans une situation du genre. Il a pris le nom de son chauffeur pour créer une société. Dans une affaire, le chauffeur a été arrêté plus tard, mais les parents ont mis la pression sur le patron du chauffeur pour dire attention, il faut rembourser les sous pour que notre fils puisse recouvrir sa liberté. Si on procède de cette façon-là, je suppose par exemple on arrête le comptable. Les militaires et gendarmes qui sont impliqués, ça, ils sont sans immunité, on les prend tous, on les jette en prison. Et le procureur dit, il y a même pas de mesures. Non. Si on le fait, non, le député qui n'a pas été arrêté, mais puis ce comptable est arrêté, on va l'obliger, on le contraindre. Il y a la procédure, pour aboutir à lui. Justement, cette procédure est longue. Mais avant l'aboutissement de la procédure, le procureur ou les juges peuvent décider de la saisie de ses biens. Les juges peuvent décider de ça là. Si même on ne peut pas le prendre lui-même, j'ai dit on ne peut pas le prendre, notre code de procédure pénale autorise, je ne suis pas juriste, mais on a un homme de droit dans ce studio. Lui, il peut déjà, le juge peut décider déjà de la saisie de ses biens. Si on saisit ces biens là, on les vend systématiquement pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Si on le fait, 14 milliards, vous voyez combien d'écoles ça peut construire? Vous voyez ce que il faudra voir aussi si les tests le permettent. Non, comment les tests ne vont pas le permettre? Si vous volez, qu'on vous prend, un peu comme si on a constaté là, maintenant ils vont prendre des avocats et tout pour se tenter de se justifier, mais 14 milliards, aucune prestation pour l'État. On ne peut pas pardonner, continuer pas pardonner ça. Si c'est des pauvres citoyens, on voit des gens voler juste des poulets, on les prend, on les jette en prison, mais pourquoi pas un député, on enclenche une procédure régulière contre lui de sa levée d'immunité parlementaire, mais avant ça, il faut que déjà le juge puisse... Des actes. Des actes pour saisir ces biens. Et si les biens sont saisis, on va systématiquement on demande de les vendre.
lorsqu'on vend ces biens-là, les sous, c'est dans les caisses de l'État, et puis c'est le Bénin qui gagne de cette façon-là. Au lieu d'attendre toujours PDCC ou quoi, je ne sais, pour construire 3 modules de classe par ici, où nos parents vivent encore dans la misère, ça va changer quelque chose. On parle de milliards. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, on parle de milliards. Il n'en finit pas. Il n'en finit pas. Adrien Tikpato n'en finit pas. Allez, Roger, oui, à mon avis, votre avis sur la question? Non, je ne suis pas de cet avis avec Adrien Tikpato, puisque nous sommes dans un pays de droit, et je crois quand même que toute personne soupçonnée est d'abord présumée innocente. C'est lorsque sa culpabilité quand même a été quand même, et je crois, constatée, qu'elle devient alors coupable. Mais dans un pays de droit comme le nôtre, je crois que ce n'est pas de cette manière que les choses se passent. Je parle bien sûr quand même sur le contrôle. Vous êtes solidement arrivé à l'état de droit? Naturellement, parce qu'on ne peut quand même pas. Il faut d'abord démontrer que la personne est coupable avant de l'arrêter. Mais dans ce qu'il dit, ce n'est que des présomptions. Donc on ne peut pas tout de suite, quand même, c'est des préjugés. On ne peut pas tout de suite, quand même, arrêter quelqu'un sous la base des rumeurs. Mais c'est quand même le ministre de la République qui a fait la déclaration. Il a fait la déclaration. Non seulement laissez-moi finir. Non, je vais l'aider rapidement. Je vais l'aider. Non seulement c'est un ministre qui a fait cette déclaration. Je dis, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, il y a des présumés innocents. Si on vous prend, c'est-à-dire qu'on vous prive de votre liberté pour ne pas vous permettre d'effacer les traces du vol organisé. Et si le juge décide maintenant, si le juge trouve vraiment que ce que vous avez fait n'est pas aussi grave, on peut vous relâcher. Mais il dit un ministre qui parle, c'est quand même important, c'est une autorité. Et il est dans son domaine. Il est venu avec des preuves à l'appui. Les sociétés qui ont été créées, comment les sous ont été volés, le transfert de ces sous-là, quelles preuves vous voulez encore? D'accord. On n'a pas besoin. Je vois quand même que par rapport à une infraction, il y a des éléments principaux. Il y a l'élément matériel nécessairement. Et je ne conteste pas la déclaration du ministre, mais je constate plutôt la proposition faite par mon confrère Tikpato qui estime quand même que la procédure ne se fait pas de cette manière. C'est ce que je conteste. Je n'ai jamais contesté la déclaration du ministre. Et encore que là... Non, mais vous semblez mettre en doute un peu, quelque peu. Justement, rien ne prouve que ce que le ministre a dit est vrai. Je ne défends personne ici et je crois quand même que ce qu'il dit... Donc pour vous, il faut enclencher la procédure. Nécessairement. Et vous savez quand même que ces genres de procédures n'aboutissent généralement à rien. Vous êtes chroniqueur parlementaire. Vous avez dit généralement. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'histoire de PPA 2, où tout le monde a eu quand même des éléments. C'est un scandale de notre pays, c'est un scandale. Tout le monde est d'accord. Je voulais montrer un peu l'aboutissement de ces genres de procédures. Est-ce qu'ici, encore une fois, on ne va pas passer à côté? Je crois quand même que c'est pour corriger. Si on fait foi à cette procédure-là. C'est pour corriger cet état de choses qu'une institution, en tout cas une commission chargée des réformes institutionnelles, a été installée par le président Patrice Talon. Puisque, telle que notre constitution fonctionne actuellement, vous savez, vous êtes aussi au Parlement, vous avez vu, en tout cas les députés étaient quand même déterminés, en tout cas selon ce qui s'est passé au Parlement, même le chef de l'État du régime de fin, je veux parler du président Thomas Boni Yahi, était aussi apparemment décidé à envoyer Barthélémy Kassa à la haute cour de justice. Mais dans les faits, nous sommes rendus quand même compte que vraiment la sincérité n'y était pas. Et la preuve est là, la procédure a été rejetée. Mais malgré ça, vous demandez quand même qu'on fasse foi à cette procédure. Vous savez, je voudrais revenir sur un fait. Oui. Vous voyez, il a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui volent de petits poulets et puis on les met en prison. Mais ce n'est pas une raison d'encourager le vol puisque les gens volent des millions qui ne sont pas quand même arrêtés. Parce que le vol est interdit par la Bible. En tout cas, pas toutes les... Par la Bible, par la loi. Par la loi. Et la loi est applicable à tous les citoyens. Justement. Et nous, nous aussi de la loi du temps. Mais je crois quand même que c'est la procédure, ça doit être respecté parce que nous sommes dans un pays de droit et les choses doivent se passer dans les règles de l'art. Alors, dans ce dossier-là, qu'est-ce que vous proposez au régime au régime de la rupture? Parce que le ministre a dénoncé la chose et il ne faudrait quand même pas rester à la dénonciation. Du tout pas. Il faut aller quand même à la fin de la procédure. Je crois quand même que, une fois encore, peut-être certains ne sont pas d'accord avec moi, il faut nécessairement quand même installer une commission pour démontrer, en tout cas pour aboutir au vrai fait ce qui s'est réellement passé avant de chercher à condamner les gens. Puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, ils sont toujours présumés innocents. Pourquoi ne pas aller directement à la justice? Si vous le permettez. Pourquoi la justice ne se saisit pas? Si vous le permettez. Je crois que Roger n'est pas au même niveau d'information que nous, peut-être. C'est à la suite, c'est une commission d'enquête qui a été installée. La commission a déposé son rapport. C'est à la suite de ça qu'on a constaté les irrégularités que nous avons vues là. Les 14 milliards, 9 milliards, en tout cas plusieurs de milliards, où en l'occurrence les fous du roi ont créé plusieurs structures pour corriger ce peuple. C'est à la suite d'une commission. Donc on ne va pas continuer par créer des commissions. J'ai proposé ici tout à l'heure, j'ai dit, le ministre des Travaux publics a fini de parler, on transmet le dossier au garde des Sceaux qui saisit le procureur, et le procureur enclenche la procédure. Et je dis, si on laisse des gens, parfois, si le procureur décide de priver des gens de liberté, c'est parce que le juge ou le procureur se dit, attention, s'il est en liberté, il peut
tout fait pour effacer des preuves. Mais pour des mesures d'enquête, ça nous coûte quoi aujourd'hui? Un général à la retraite, un colonel, et ça nous coûte quoi de les prendre et de les déposer, d'avoir la prison? Sinon, s'ils sont sur place, faire disparaître les preuves, c'est la moindre des choses. Ils vont le faire et par la suite, on va fouiller, on ne trouvera rien. Mais puisque déjà la commission travaille, et tenez-vous tranquille, quand cette commission travaillait, il y a 3 structures qui ont décidé de façon volontaire de ne pas donner des informations à la commission. C'est très grave. Dans un État qui se respecte, lorsque vous refusez de cette façon, on vous prend et on vous demande au procureur de vous suivre. Moi, j'ai vu comment la justice allemande a fonctionné. Je suis allé là-bas plusieurs fois, j'ai vu, ça m'a beaucoup impressionné. Et ce que les autres font, qui nous impressionnent ici, ils ne font rien d'extraordinaire, c'est qu'ils mettent de la rigueur dans tout ce qu'ils font. Et ça marche. Mais si on est là à continuer pas caresser les gens dans le sens du poil pour dire non, il est une autorité, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on va continuer dans l'impunité et les gens vont continuer par nous voler. Et tenez-vous tranquille parce que vous, peut-être, vous avez les moyens de placer vos enfants dans des établissements publics, mais pour nos parents, moi, je n'ai jamais connu un établissement privé jusqu'à la fin de mes études. Mais pour nos parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer des gens, mais pendant ce temps, ils n'ont même pas d'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens pour construire les écoles. Et vous apprenez qu'un individu se lève, il vole 14 milliards pour une prestation qui n'a jamais été faite. C'est révoltant. Quand on entend ça, on se demande, est-ce qu'il y a aussi si tant d'argent au Bénin? Et on dit, pas 26 000 francs sur chaque voiture. Et il ne fait aucune prestation, il prend régulièrement les sous, il faut qu'il prenne. Si on le laisse, je dis, si on le laisse libre, il va voler, c'est-à-dire il va faire disparaître les traces. La première des choses, mesures conservatoires, on les interpelle, on les garde et on enclenche maintenant la procédure pour dire attention, il est coupable ou il n'est pas coupable. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministre a apporté la preuve que le monsieur a reçu ou la société a reçu les sous. Si les sous ont été reçus par la société et les sous aujourd'hui ne sont pas dans les comptes de la société, c'est-à-dire que la personne physique qui répond au nom de ces sociétés. Adrien Antipator, nous allons revenir, je vous le promets, nous allons revenir sur ce dossier-là. Ça m'intéresse et je reste vraiment disponible vraiment pour qu'on en débatte. Bien sûr. D'accord. Alors, si vous le permettez, je crois quand même que... par le temps. Non, je suis d'accord. Ne vous en faites pas. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir en quelques secondes, c'est vrai. Mais ce sera un dernier tour de table. Je vous laisse donc la parole pour dire ce que vous pensez, mais également pour conclure cette émission, notamment sur les grandes options que je crois quand même que le pouvoir de la rupture devrait pouvoir faire. À mon humble avis, ils ne sont pas allés, en tout cas, au fond du dossier. C'est clair. Oui, justement, parce que nous je suis d'accord avec vous. Justement. Je crois quand même que je ne conteste pas ce qui s'est passé. Il faut d'abord rappeler que si cette commission a été installée, c'est suite à une question d'actualité adressée au gouvernement. Donc je suis bel et bien informé de la situation. Mais je crois quand même la procédure, moi je parle de la procédure, je ne parle pas des faits, je parle d'abord de la procédure. Vous l'avez dit. C'est très important. Maintenant, pour revenir, tout à l'heure, j'ai signalé qu'il y avait 3 périodes. Je n'ai pas pu aborder la période du renouveau démocratique. Sur le plan politique, bien sûr, nous avons organisé 6 élections présidentielles avec des tendances différentes. Nous avons organisé 7 fois déjà les élections législatives et au moins 3 fois les élections locales. Je crois quand même que sur le plan politique, on peut déjà quand même signaler que notre pays, qu'on veuille ou non, vu l'ambiance qui prévaut dans la sous-région, on peut déjà quand même estimer que notre pays fait quand même son petit bonhomme de chemin par rapport à la démocratie. Je crois quand même que ce que Antipator a dit tout à l'heure, c'est parce que les circonstances étaient favorisées par l'ancien régime. Sinon, dans un pays de droit, je crois quand même que les choses ne vont pas se passer de cette manière-là. Vous ne verrez jamais ce genre de pratiques en Occident. Même si dans les îles, ce ne serait pas aussi criard. Donc, pour conclure, je crois quand même que s'il doit faire le bilan des indépendances, en tout cas des 56 ans d'indépendance de notre pays. En quelques secondes. Oui, justement. Je dois simplement dire que notre pays fait quand même son petit bonhomme de chemin sur le plan politique, économique et social surtout. Mais le gouvernement actuel doit faire un effort quand même afin que tout ce qui a été dénoncé jusque-là, surtout sous le régime de faim, soit corrigé afin que, en tout cas, le panier de la ménagère retrouve quand même une meilleure santé. Ce panier de la ménagère qui continue toujours de diminuer de contenu. Alors, Adrien Antipator, dites-nous, vous, quelles sont les options, les grandes options que le régime du président Talon devrait faire pour éviter justement ces errements que quelques secondes. Merci, c'est dommage que le temps était vraiment trop court pour que Patrice Talon puisse réussir la mission qui lui a été confiée par le peuple. Je dis, c'est de finir avec l'impunité. Et finir avec l'impunité, c'est de demander au fur et à mesure de confier les dossiers au garde des Sceaux pour qu'on puisse interpeller, ça y saisir le procureur pour qu'on puisse interpeller si il y a besoin de mettre les gens au frais. Bien sûr, les auteurs de malversation, ça va vraiment changer le visage
de ce pays. Et les hommes politiques qui éprouvent du plaisir à nous voler, si on arrive à mettre 15, 20, voire 30 personnes en prison, tout de suite pour des cas de vol. Et lorsque vous n'avez plus les moyens, on demande de vendre vos biens. On vous oblige, on saisit les biens, on les vend pour rembourser les sous. Ça va se corriger. C'est comme ça que les pays que nous apprécions aujourd'hui ont commencé tout doucement et ça a marché plus tard. Je veux que le président le président Patrice Talon puisse aller à l'école de ces pays-là pour le bonheur du peuple béninois. Merci. Nous avons des moyens, nous avons de l'argent dans ce pays. C'est parce que la corruption, l'impunité règne qu'on chante toujours, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Nous avons assez de ressources, il faut finir avec l'impunité, il faut traquer les auteurs de ceux les auteurs qui pillent ce pays-là. Vous êtes intarissable. Je vous remercie. Vous êtes intarissable, Adrien Tikwator. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Potentiel. Vous étiez sur ce débat avec monsieur Roger Avossez-vous, juriste de formation, directeur régional du quotidien L'Autre Vision. C'est à Porto-Novo, je crois. Et puis chroniqueur parlementaire, spécialiste des questions de procédure et pratiques parlementaires. Vous étiez là pour ce débat consacré aux 56 ans de l'indépendance du Bénin et les grandes options du nouveau régime. Essentiellement, selon Adrien Tikwator, il faut mettre fin à l'impunité et selon Roger Avossez-vous, il faut travailler pour que le panier de la ménagère puisse retrouver de la couleur, du contenu afin de faire le bonheur de ce pays. Merci de nous avoir suivis. Merci Peggy, Ludovic Dagba. Je retiens qu'il faut mettre fin à l'impunité comme vous venez de le dire, mais pour le faire, il faudra aussi aller mollo mollo comme nous l'exige le titre de ce clip. Adrien ne serait pas d'accord avec vous. Tu as de l'argent, tu fais le pharaon, tu as de l'argent. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Baiki c'est de retour pour conquérir le cœur de ses fans. Ceux qui ne tuent pas rendent toujours fort, plus fort que jamais, très très forte. Tu as de l'argent, tu fais le boucan. Tu as de l'argent, fais-toi le pharaon. Vas-y mollo mollo, sinon tu vas regretter. Va mollo mollo, sinon tu vas regretter. Quand je dis demain viendra mon frère. Quand je dis demain viendra ma soeur. Tu as de l'argent, tu as des amis, tu as des copains. Le jour tu n'as rien, tu ne vaux plus rien. Vas-y mollo mollo. Salut Tidjani, le babachier, Lawani souffle depuis Libreville. On est ensemble, tu vas mourir, tu vas laisser ton vécu. Quand tu vas mourir, tu vas laisser ton château. Quand je dis demain viendra mon frère. Quand je dis demain viendra ma soeur. Président Danon, depuis l'étoile, merci mon boss. Madonna, Bosan Kwetu Dede, nous déjouer Hundu, avant déjouer Hundu. Oma dans ce tuile, nous doit siwer, Wajana imedisime, et Clétoé, Akonsana mon médéo, San Kwetu Dede. Wedage Wedo, Anajo Vito Fofo, Moto Wedo, Anajo Vito Dada. Voici le Koroé Yokoto des Gamages, featuring Tata Baikis, Dibachon de retour, Marcel Dessert. Et oui, ils ont.
certains diront, battu souvent, le caméléon blanc. C'est ma tour, ma donne, 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 chaque idée, l'on va, on est toujours qui te connaît, ma donne. Président Malito, ouais, toujours, il n'est jamais, c'est qu'elle est vraiment la prison de ma digue, y a pas de camarade, mon vieux Louba, champion de tous les Louba, contre nous. Position-toi, au même souvent. Ça c'est la danse de pause, ça c'est le poulet louba, souffle un peu, voilà, arrange Marcel essaie, on va la valoriser un peu. Retour pour la suite et fin de votre émission Matin d'Éden pour le compte de ce vendredi 29 juillet 2016. C'est la Horacia Diodi que nous venons déjà d'installer pour la chronique judiciaire. Nous allons aborder les réformes institutionnelles et politiques. Quel mécanisme juridique? Bonjour Horacia. Bonjour Freddy, Loris Freddy d'avant, j'allais dire tranquille. Alors, nous allons parler des réformes institutionnelles et politiques. Quel mécanisme juridique? Alors, par quel mécanisme juridique peut-on opérer les réformes institutionnelles et politiques souhaitées par le chef de l'État? Justement, vous savez que qu'une commission a été mise en place par le chef de l'État pour étudier et proposer des réformes au plan politique et institutionnel. Et cette commission, au thème de ses travaux, a déposé son rapport. Et aujourd'hui, les débats se font autour du contenu, de la qualité de ce rapport. Mais comment peut-on mettre en œuvre ces réformes? Eh bien, c'est la question qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, dans cette chronique. Il faut retenir que ces réformes doivent forcément impliquer des changements dans notre droit positif. Plusieurs instruments juridiques doivent être pris en compte. Il s'agit notamment de notre loi fondamentale, la Constitution du Bénin, des lois organiques et des lois ordinaires. Et certaines lois organiques peuvent être modifiées, comme celle sur la Cour constitutionnelle, celle sur la Haute Cour de justice et même sur la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Également, de nouvelles règles peuvent être adoptées. Très bien. Alors, parlons justement de la révision de la Constitution. Est-ce qu'elle est l'une des implications de la mise en œuvre de ces réformes et aussi par quel procédé peut-on réviser cette Constitution? Vous savez, la Constitution elle-même a déjà prévu les mécanismes et la procédure de sa révision et que cette volonté de révision prenne la forme d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Elle doit être soumise au Parlement qui doit juger de l'opportunité de réviser la Constitution ou non. Et c'est l'accord, il faut l'accord donc des députés, et c'est les 3/4 des députés composant l'Assemblée nationale qui doivent dire s'il faut réviser la Constitution ou pas avant qu'on ne pense à une révision. Et lorsque cet accord est obtenu, après cet accord, le gouvernement a la possibilité maintenant de renvoyer, si c'est un projet de loi bien sûr, de renvoyer le projet au Parlement pour que les députés débattent de son contenu. Et ici, c'est le vote des 4/5 des députés qui est requis. Et il faut aussi dire que le gouvernement a la possibilité d'aller directement vers le peuple par référendum. Et vous savez que le référendum, c'est le fait de demander au peuple de s'exprimer par un oui ou par un non sur une mesure que l'autorité désire prendre. Mais il faut dire que cette procédure est conditionnée par un certain nombre de principes que nous énumère ici Lazare Moussa, qui est doctorant en droit public. La forme républicaine de l'État ne peut pas faire objet de révision constitutionnelle. Et ça, c'est donc l'article 156 de la Constitution qui le précise. La forme républicaine de l'État ne peut pas faire objet de révision de la Constitution. Non plus, la laïcité de l'État ne peut pas faire objet de révision. C'est des questions non discutables. Et également, lorsque
l'intégrité du territoire n'est pas préservée, hein, l'on ne peut pas enclencher une révision constitutionnelle. Mais en dehors de ces conditions, il y a que la Cour constitutionnelle en a défini, en faisant une interprétation de la Constitution, en a défini quelques autres, notamment la notion de consensus national qu'il faut obtenir avant de pouvoir dire qu'on a révisé la Constitution, de telle sorte qu'on a eu le cas ici en 2007 où les députés n'avaient pas eu ce consensus et ont révisé la Constitution. La Cour constitutionnelle a tout de suite rejeté cette révision constitutionnelle. Donc, il y a le consensus national, mais il y a également la forme présidentielle du régime, le mandat du président de la République, l'âge du président de la République, qui aussi, selon la Cour constitutionnelle, ne peuvent plus faire objet de révision, même pas référendum. Merci Elsa. Voilà. Nous poursuivons toujours avec vous, Horacia Diodi. Une décision de la Cour constitutionnelle interdit la modification du mandat et l'âge du président de la République, alors que le mandat unique fait partie des réformes majeures retenues dans le rapport déposé par la Commission. Oui, c'est vrai, Laurie, c'est les décisions, on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle passent en force de choses jugées, mais la Cour constitutionnelle elle-même peut revenir sur ces décisions, donc cette décision qui interdit la modification de l'âge ou bien du mandat du chef de l'État, la Cour elle-même peut revenir là-dessus, et là on parle de revirement jurisprudentiel. Je vous propose d'écouter Lazare Moussa à propos. Sur la question du mandat unique, oui, il apparaît donc à ce niveau que le président de la République souhaiterait faire une modification de la Constitution en faisant en sorte que le mandat ne soit plus renouvelable. Et effectivement, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui interdit toute modification du mandat. Il en est de même que le juge constitutionnel a la latitude de revenir sur sa propre décision. Ce qui veut dire, on parle souvent en droit de revirement jurisprudentiel. Il n'est pas donc exclu que l'on observe peut-être dans les jours à venir un revirement jurisprudentiel, puisque les contextes ne sont peut-être pas les mêmes. De toute façon, il revient au juge d'apprécier. C'est le juge qui apprécie cette question et il décide de faire un revirement jurisprudentiel ou de ne pas le faire. Nous attendons au moment opportun, la Cour constitutionnelle nous fera savoir si elle confirme sa jurisprudence ou si elle revient sur sa jurisprudence. Horacia Diodi, ce sera tout pour votre chronique. C'est tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Très bien. Et peut-on déjà anticiper sur le thème de la semaine à venir? Je préfère garder le suspense. Ah ouais. Bon week-end à vous. On parle maintenant sport. Judicaël Polycarpe Aïdjinou, bonjour. Oui, bonjour Loris et bonjour à tous. Nous ouvrons notre chronique, sinon votre chronique. Non, plutôt notre chronique. Par la Coupe de l'Indépendance du Bénin, l'affiche de la finale est connue. Oui, bien sûr, et cette finale sera disputée par les sélections de l'Atlantique Littoral et Borgou Alibori. Les deux formations se sont qualifiées au thème des deux demi-finales. Donc, Atlantique Littoral domine au plateau par le score de 2-1 et Borgou Alibori bat Zou Colline par le score de 3-0. La finale de la Coupe de l'Indépendance du Bénin est assurée donc le 1er août prochain, donc dans l'après-midi du 1er août. En Égypte, Mohamed Elmi n'est plus l'entraîneur du Zamalek. Il a démissionné ce mercredi de son poste. Cette démission est consécutive. Vous précisez que vous avez abordé comme ça les infos pêle-mêle. Ah oui, bien sûr. Nous sommes déjà en Égypte, comme vous l'avez remarqué. Donc, et cette démission est consécutive à une défaite du club égyptien de 0-1 en Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions. L'intérim de Mohamed Elmi aux Zamalek sera assuré par Mohamed Salah, qui était jusque-là son adjoint. Annonce du président du club égyptien. Direction l'Amérique du Sud pour dire que le club Atlético Nacional de la Colombie a remporté la Copa Libertadores au grand malheur de l'Independiente del Valle, ce qui l'a battu
par le score d'1-0 après le match nul que les deux formations après le match fait donc par les deux formations lors de la manche aller de la finale. Un succès qui a engendré sans conteste la joie des supporters du club colombien qui remporte ainsi sa deuxième Copa Libertadores. Écoutez maintenant les réactions de ces supporters. Trop de joie, trop de bonheur. Je suis très contente et c'est un sentiment qui va toujours rester dans mon cœur. Le national est champion. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et nous parlons maintenant des Jeux Olympiques 2016 de Rio. La sélection russe s'est envolée pour ce pays. Et oui, malgré tout, cette équipe russe a donc pris le départ de la Russie pour rejoindre Rio, où doivent se dérouler les prochains Jeux Olympiques 2016 du 5 au 21 août 2016. Il faut préciser que l'équipe russe était quand même privée de certains de ses membres, exclus pour des raisons de dopage. C'est donc cette équipe qui a quitté l'aéroport de Sheremetyevo au nord de Moscou pour rejoindre donc le Brésil. Et on va maintenant préciser que l'équipe s'est envolée dans une atmosphère bon enfant. Et malgré donc l'absence de certains membres de cette équipe, comme nous le précisions, je vous propose maintenant d'écouter ce qu'ont déclaré certains Russes avant leur départ pour Rio. Je me prépare sérieusement à la compétition car c'est l'événement le plus important de ces 4 ans. Peu importe si ce sont mes premiers Jeux Olympiques, les deuxièmes ou les troisièmes, on est en mode de combat. Bien évidemment, je suis un peu inquiété, mais je pense que nous sommes prêts à représenter notre pays. Nous allons nous battre pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir aux Jeux Olympiques parce que des sportifs propres ont été punis. Ils nous ont mis en colère, mais dans le bon sens du terme, on va se battre encore plus pour prouver que c'est impossible de briser la Russie et on va travailler dur pour ces sportifs qui ne sont pas venus. Olympiques encore, et comme on a pris l'habitude de le faire ces derniers jours, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle équipe olympique. Donc ce vendredi, place à la team USA, une équipe qui se rend à Rio avec 77 athlètes qui découvriront les Jeux Olympiques pour la première fois avec une moyenne d'âge de 25 ans, ce qui n'était pas arrivé depuis Séoul 88. États-Unis, l'irrésistible coup de jeune, c'est un sujet de la fée. C'est une team USA sacrément renouvelée qui se prépare à disputer ces JO 2016. Lors des sélections olympiques, les stars de l'athlétisme américain ont fait face à une jeune garde sans complexe. Ils ont dû d'entrée sortir le grand jeu à l'image de la Shawn Merritt qui à Rio va tenter le doublé 200-400 mètres. Pour moi, la première course est toujours la plus facile, mais aussi la plus... C'est la course où vous pensez le plus. Tu ne sais jamais ce que les jeunes vont faire. Tu veux courir et y aller tranquille, mais tu ne sais jamais s'il n'y a pas un jeune qui va battre son record personnel au premier tour. Alors il faut les mettre derrière et y aller. Sur les plus de 500 athlètes de la sélection américaine, 77 participent à leur premier JO. Moyenne d'âge 25,9 ans, la moins élevée depuis les Jeux de Séoul en 1998. Ce coup de jeune a brisé le rêve d'Allyson Felix, championne olympique en titre du 200 mètres qui visait le doublé 200-400 mètres à Rio. À 30 ans, la Californienne qui se remet d'une blessure à la cheville n'a réussi à se qualifier que pour le 400. Le principal était de me qualifier, c'était la première chose à faire. Mais c'est sûr, je peux être meilleur. Lui, en revanche, il a su résister à la pression de la relève. Du haut de ses 34 ans, Justin Gatlin a décroché haut la main sa qualification sur 100 mètres. Il sera donc bien au rendez-vous de Rio pour un duel très attendu face à Usain Bolt. Le sprinter américain, suspendu à 2 reprises pour 2 dopages, rêve de tirer définitivement un trait sur le passé en mettant fin à la domination du Jamaïcain sur l'épreuve reine des Jeux. Je n'ai pas parlé à Bolt évidemment sur le fait que ce seront nos derniers JO ensemble, mais au final nous avons l'un pour l'autre le plus grand respect au niveau de la compétition. Je veux partir avec éclat. Je veux que ce soit une des courses d'athlétisme les plus enthousiasmantes de l'histoire de l'athlétisme et je veux pouvoir rester immobile 9 secondes et regarder la course la plus rapide du monde.
Avec Gatlin en chef de file, la Team USA rêve maintenant d'approcher les 40 médailles des Jeux de Los Angeles en 1984. Et c'est terminé pour la chronique sportive de Polycarpe Haïdjinou. C'est terminé aussi pour Matin d'Éden. Mais je dis qu'elle, Polycarpe Haïdjinou, dira un mot sur le décès de Émile Derlin-Zinsou en quelques 30 secondes. Oui, on a appris comme tout le monde le décès de l'ancien vous président. Sachant, élément du département de l'histoire. Oui, c'est vrai que j'ai étudié dans ce département que l'un de mes enseignants appelle bien laboratoire. Ah oui. Département d'histoire. Ce serait un affront quand même de vous laisser passer sans... Donc, on a appris comme tout le monde le décès du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, qui a, au cours d'une période de notre histoire, un peu dirigé notre pays. Comme tous les Béninois, on se joint à tous les Béninois pour présenter toutes nos condoléances aux parents, la famille éplorée. Aux parents du défunt Émile Derlin-Zinsou. Très bien. L'historique a parlé. Très sobre, austère, simple. Merci. Bonne journée. Bon week-end. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. C'est terminé pour Matin d'Éden. Merci à Horacia Diodi, merci aux fidèles amis, auditeurs de la radiodiffusion Diaspora FM et merci aux amis auditeurs qui ont fait l'aventure cette semaine avec nous. Passez un excellent week-end à suivre le programme de Eden TV de Diaspora FM.